Nous sommes en 1184 avant notre ère. La guerre de Troie vient de s'achever, au terme de 10 années de siège, d'alliances et de ruses. Les alliés grecs fêtent leur victoire dans les ruines encore fumantes de la ville. Tout avait commencé quand Paris, prince troyen, enleva Hélène, reine de Sparte. Pour la reprendre, les rois grecs levèrent une armée immense. Tous les grands noms y prirent part. Achille, Agamemnon et Ulysse, roi d'Ithaque, qui tenta d'éviter la guerre sans succès. Au terme de 10 ans de guerre, c'est lui qui trouva la ruse pour vaincre, en dissimulant des hommes dans un gigantesque cheval de bois. La nuit venue, les Grecs sortirent du cheval et Troie fut prise. Mais les dieux protecteurs de la ville désapprouvaient les agissements des Grecs. La fin de cette guerre est précisément le début de notre histoire. Dans une maison pillée, les compagnons d'Ulysse célébraient la fin de la guerre. Il leur semblait que l'aventure s'arrêtait là. Et là, il me dit très sérieusement, « Chez nous, à Sparte, il n'y a pas de perdants. Ils ne vivent pas assez longtemps. » C'est ça. C'est là qu'on est content d'être d'Ithaque. Au moins, nous vivons encore pour profiter de ce banquet, nous. Vous dansez, mademoiselle ? Après des années de combat, les compagnons se laissaient aller à la bonne chère et au vin doux, sans penser au lendemain. Ulysse, lui, ne participait pas aux festivités. Son esprit était déjà à Ithaque. Il pensait à sa femme Pénélope et à son fils Télémaque, qui aurait sans doute bien grandi depuis son départ. Tu rates un beau festin, Ulysse. Polythèse nous rejoue la bataille avec des ailes de poulet. Et il a décoré une dinde pour symboliser le cheval géant. Euryloque était le second d'Ulysse. Il le contredisait souvent, mais finissait toujours par se ranger à son avis. Je ne suis pas d'humeur. Le vin troyen a le goût amer d'une guerre qui a trop duré. Honnêtement, c'est du vinaigre. J'ai dans l'idée que tu n'es déjà plus tout à fait avec nous. Je ne suis pas fier de la mise à sac de la ville. Je crains que les dieux protecteurs de Troie n'aient pris ombrage de notre orgueil et nous le fassent payer. Et puis, Ithaque me semble bien loin. Le lendemain, au petit matin, les compagnons d'Ulysse préparaient le navire pour le départ. Périmède était déjà sur le pont depuis les premières lueurs du jour. C'était le maître de rame. Sourd et muet de naissance, il savait pourtant se faire comprendre en toutes circonstances. Il était toujours là pour aider, et parfois consoler les compagnons. L'éclaireur était Polythèse, un jeune compagnon vif et agile, qui ne reculait jamais devant les dangers, avait la répartie facile, mais savait aussi prendre de la hauteur. C'est bien dégagé, le moment idéal pour partir. La vue est magnifique d'ici. Dorcan s'occupait de l'intendance et de tout ce qui avait de près ou de loin rapport avec l'approvisionnement du bateau. Ah mais personne t'a dit ? Ulysse ne veut aucun butin venu des pillages à bord. Mais j'ai parcouru au moins 10 stades avec ce pactage. Je ne peux vraiment pas en garder un tout petit peu ? Ah non, désolé. Ulysse a été catégorique. Si tu veux emporter du butin, ce ne sera pas sur ce bateau. Moi, j'ai une amulette magique que m'a donnée une égyptienne. Je peux la garder quand même, non ? C'est pas du butin ? Ah oui, là, évidemment, c'est différent. Et puis, si c'est une de ces amulettes qui porte chance, elle peut nous être utile. J'ai pu embarquer quelques amphores de ce merveilleux vin doux de Troie. Le voyage prendra 1 mois. Il faudra bien ça pour rester hydraté. Elpénor était un des plus jeunes rameurs, un peu fougueux et avec une tendance à lever souvent le coude. Vu ta consommation, tu en auras juste assez pour la première nuit. Nicomaque avait été rétrogradé de contremaître à timonier, vu sa malveillance, et il en gardait une certaine rancœur. Alors qu'Ulysse venait d'arriver, à son bateau, un petit navire mycénien approcha. J'ai reçu consigne d'escorter ton navire jusqu'à l'île de Zakynthos. Ensuite, nous rentrerons à Mycène. Ordre d'Agamemnon. Fort bien, mais il ne fallait pas vous donner cette peine. Mon équipage est aguerri. Je me demande si escorter veut dire surveiller. Ah, clairement, Agamemnon a un œil sur nous. Ulysse monta à bord. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ce sac de butin fait sur ce navire ? Je pensais avoir été clair. Ce ne sont que des babioles ou des objets dont les maîtres ont disparu. Eh bien, tu vas débarquer ça. Nous, Itaciens, ne volons pas les morts. Je ne tolérerai aucun pillage durant le retour. Allez, en route maintenant, nous rentrons à Ithaque.
Voici le port de Télépile, aux confins du monde grec. Et ce palais en haut de la falaise est celui d'Antipatès, roi des Lestrygons. Je m'ennuie. Mes marins ne veulent plus jouer avec moi. J'ai beau leur mettre des jolis costumes, ils ne font plus rien d'amusant. Papa, il m'en faut absolument des nouveaux. Encore des humains. Tu en as déjà tant, Thémis, et ils ne durent jamais bien longtemps. De toute façon, tu ne veux jamais me faire plaisir. T'es vraiment pas gentil. Ce jour-là, sa fille Anthémis se plaignait de ses jouets préférés, les marins. Et justement, des marins de notre connaissance étaient en approche du port de Télépile. Ils n'ont pas idée de ce qui les attend. Mais on va bien s'amuser. Je me charge de la capture. Bien entendu, Anthémis. Qu'on prépare le dispositif habituel, que tous les Lestrygons se cachent dans la citadelle. Le navire d'Ulysse et son escorte mycénienne débarquent sur le port sans se méfier. Je pense qu'ici, nous devrions trouver de quoi refaire nos réserves d'eau. C'est curieux. Il n'y a absolument personne sur le port. La ville était monumentale, très propre et rectiligne, mais totalement vide. Tous commençaient à trouver l'ambiance de ce port étrange. En fait, c'est toute la ville qui a l'air vide, comme si ses habitants étaient tous partis d'un coup. Oui, c'est à se demander ce qui les a fait fuir. Tout ça n'est vraiment pas normal. Soudain, alors qu'ils approchaient une fontaine, ils entendirent une voix les appeler, venant du haut. Vous êtes perdus? Vous cherchez le palais? Je peux vous aider. La jeune fille qui venait de les interpeller était étrangement grande. Je suis Anthémis, la fille du roi Antipatès. Venez, il sera ravi de vous rencontrer. Il serait préférable que 2 d'entre nous restent en arrière, on ne sait jamais. Dans ce cas, Ulysse, laisse-moi y aller. Ulysse avait appris à se méfier des accueils trop joyeux. Si vous n'êtes pas revenu d'ici 1 heure, nous interviendrons. Mais restez sur vos gardes. C'est dommage que votre chef ne vienne pas. Il avait un si joli chapeau. La jeune géante les amena à une entrée monumentale. Entrez. Vous allez pouvoir vous réapprovisionner en eau. Et je pourrais vous montrer notre trésor. Je suis certaine que ça vous intéressera. Ils s'engagèrent dans un interminable couloir, doté de portes bien plus hautes qu'eux. Je me demande si tout le monde est aussi grand qu'elle dans cette ville. Si j'en juge à l'architecture, c'est très probable. Je vous présente mon père, le roi Antipatès. Soyez les bienvenus dans mon palais, étrangers. Voudrez-vous voir notre salle du trésor? Les Mycéniens ne se firent pas prier, appâtés par l'idée d'un trésor. Allez-y. Ne craignez rien. Entrez. Et le piège, bien entendu, se referma sur eux. Polythès et Nicomaque étaient restés dans la salle du trône. Nous avons été très surpris qu'il n'y ait personne dans la ville. Où sont donc passés tous les habitants? Alors qu'ils furetaient discrètement, Nicomaque découvrit la ménagerie humaine d'Anthémis. Vite, Polythès, partons. Il ne faut pas traîner ici. Mais... et les 2 Mycéniens? Ça n'est pas notre problème. Antipatès ne tenta même pas de les retenir. Ils coururent aussi vite qu'ils purent vers la sortie de la citadelle. Mais pourquoi tu ne les as pas retenus? Je les voulais tous. Lestrygons, poursuivez-les. Et surtout, ramenez-moi le chef, celui avec le joli chapeau. Et justement, Nicomaque et Polythès arrivaient à la fontaine où attendait Ulysse. Il faut fuir. Toute cette ville est un leurre, un gigantesque piège. Et où sont mes camarades? Malheureusement, nous n'avons rien pu faire pour eux. Oui, tu parles. Enfin, nous n'avons pas vraiment essayé. Et c'est à ce moment-là qu'ils virent descendre de la citadelle une horde de géants hostiles. Ils s'élancèrent vers le port aussi vite que possible. Il faut lever l'ancre! Venez avec nous! Vous n'allez pas pouvoir naviguer avec 2 hommes en moins! Si nous rentrons à Mycène en ayant échoué dans notre mission, Agamemnon ne fera pas non plus grand cas de nous. Et nous ne pouvons pas abandonner nos camarades. Et tandis que le bateau d'Ulysse quittait Télépile à toute allure, les Mycéniens affrontaient l'assaut démesuré des Lestrygons. À tel point que le bateau fut rapidement coulé, et avec lui, les 2 guerriers mycéniens restants, ce qui ne suffit pas à satisfaire Anthémis. Non, revenez! On aurait pu tellement s'amuser ensemble! Ulysse et les compagnons étaient désormais seuls face à une Méditerranée étrange et incertaine.
Après avoir dérivé des jours, Ulysse et ses compagnons accostèrent sur une île luxuriante et brumeuse. Mais j'ai juste pris un tout petit peu de vin seulement. Je sais pas comment Dorcon s'en est rendu compte. Peut-être car l'amphore était totalement vide. En tout cas, c'est la dernière fois que je me dénonce à ta place. Clairement, on est très loin d'Ithaque. À mesure qu'ils avançaient, la forêt devenait de plus en plus dense. Ils remarquèrent la présence d'une mystérieuse fleur à l'odeur suave. Vous avez vu cette fleur? Qu'est-ce qu'elle est belle! Et elle sent tellement bon! Soudain, Elpenor sentit une présence à proximité. Nali, erilotuzudunam. La jeune personne qui était apparue semblait bienveillante, quoiqu'un peu éteinte. Elle invita les compagnons à la suivre. Nali, elukana, la herbu. Ils hésitèrent un instant, puis la suivirent. Ils arrivèrent dans une clairière où les fleurs poussaient en abondance. Les habitants de cette île semblaient raffolés de la graine de cette fleur. Inalotu tukramuru. Non mais sérieusement, Elpenor, tu vas manger ça? On ne sait même pas ce que c'est. En dépit des mises en garde, Elpenor goûta. Mais quoi? Faut pas mourir idiot! Je vais aller chercher de l'eau à la cascade. Ne mange plus de ces fruits, d'accord? Ouais, d'accord. Quand Politesse revint, il n'en crut pas ses yeux. Ses deux compagnons semblaient dans un état second, comme hypnotisés par cette étrange graine. Waouh! Ils sont tellement beaux, ces oiseaux jaunes! Mais quels oiseaux jaunes! Elpenor, est-ce que tu m'entends, Elpenor? Réponds-moi! Mange encore du loto, Elpenor. Oui, je dois manger du loto. Encore plus de loto. Ils ne reviennent toujours pas. 3 heures pour cueillir quelques fruits et s'approvisionner en eau. Ça commence à faire long, non? Oh, tu sais, connaissant Elpenor, il suffit qu'il y ait une bonne taverne sur l'île pour qu'il s'y attarde. Ulysse, ne serait-il pas temps de s'assurer qu'il ne leur est rien arrivé? Oui, tu as raison, il devrait être revenu depuis longtemps. Débarquons à 3 avec Périmède. À leur tour, ils s'engagèrent dans cette jungle luxuriante. Ils ne tardèrent pas à rencontrer Politesse, totalement désemparée. Je suis content de vous voir. Je revenais au bateau chercher de l'aide. Il leur expliqua la situation et les amena dans la clairière où poussaient en ombre les fleurs. Tu vois, ils ne savent plus du tout qui ils sont et ne pensent qu'à cette maudite graine. Et que fait-on pour lui? Je ne connais même pas le nom de ce compagnon. Il est tellement discret. Voilà 2 bonnes heures qu'il gobe les mouches. Le marin discret, étant dans un état léthargique, Périmède le porta. Mais c'est vrai ce que tu dis, Euryloque. Je ne connais pas non plus son nom. En revanche, Elpenor fut plus difficile à convaincre. Il va falloir nous suivre, Elpenor. Tu ne peux pas rester ici. Je ne sais pas qui vous êtes, et on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas suivre les inconnus. Je ne suis pas un inconnu, je suis le capitaine de ton navire et je t'ordonne de revenir à bord. Il va falloir me laisser tranquille maintenant. Laissez-moi manger mon loto en paix. Que tu le veuilles ou non, tu vas nous suivre. De leur côté, les lotophages semblaient totalement indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Ils regardèrent donc les marins itaciens partir sans aucune réaction. Cependant, une lotophage vint proposer doucement du loto à Ulysse. Halo, shutuku lotu itku, la shumtu lotu napra. Non merci, aucune graine ne me fera jamais oublier Ithaque et les miens. Alors qu'ils retournaient au bateau, Elpenor se sentit mal. On dirait que le vin de ce matin mélangé au loto ne font pas bon ménage. Une fois la graine régurgitée, Elpenor sembla retrouver son état habituel. J'ai pas tout compris à cette journée. Je pensais que t'étais resté sur le bateau, Riloc. J'ai un mal de tête. Vaut mieux ça que de rester dans l'état où tu étais. Pour une fois, le vin t'a rendu service. Oh là là, il a l'air dans un état! Et contrairement à Elpenor, lui n'a pas recraché la fameuse graine qui fait tout oublier. Où suis-je? Qui êtes-vous? Et d'ailleurs, qui suis-je? On aurait bien aimé t'aider, mais malheureusement, tu n'as jamais été spécialement expansif. On ne connaît pas ton nom. Je propose qu'on t'appelle Lambda, faute de mieux, ça ira? Ulysse avait su résister à la nourriture de l'oubli et délivrer ses compagnons. Mais le navire avait bien dérivé de sa route. Ithaque était-elle encore loin?
Dans son errance méditerranéenne, le navire d'Ulysse accoste à Ismara, peuplé par des alliés des Troyens, les Cyclones. Ce ne sera qu'une halte. Pas question de s'attarder. Nous avons déjà perdu assez de temps et Ithaque est encore loin. Périmède, tu vas débarquer, mais rester à proximité du port. Tu sonneras le rappel au moindre signe suspect. Et rappelez-vous, ces gens étaient nos ennemis pendant la guerre. On reste vigilant et sur nos gardes. On paie pour ce qu'on prend et on repart sans histoire. Les compagnons s'avancèrent dans la ville, qui d'emblée les surprit par son animation. Ismara semblait florissante et les échoppes étaient bien achalandées. Mais quand les compagnons arrivaient près des échoppes, les Cyclones se taisaient. Combien pour le panier de figues? Au moins 2 poignées de sel. Eh bien, c'est pas donné. C'est à prendre ou à laisser. On peut goûter une olive? Ah, certainement pas. On achète, ou rien. Et de toute façon, c'est bien trop cher pour vous. On est bien d'accord qu'ils font tout leur possible pour ne rien nous vendre? Les Cyclones, sans être menaçants, semblaient peu désireux de faire affaire avec les compagnons. Je vous dis qu'ils font exprès de nous demander des prix exorbitants, alors qu'on pourrait tout avoir gratuitement. Mais on a promis à Ulysse qu'on ne pillerait pas. Il a raison, ce serait du vol. Je ne parle pas de piller, mais d'emprunter. Et proposer le triple du prix normal, ce n'est pas du vol peut-être? Et les compagnons dérobèrent les victuailles inaccessibles, avec une discrétion toute relative. Très vite, le bruit commença à courir dans la ville que les nouveaux venus étaient des voleurs. Périmède, qui lisait toute la journée sur les lèvres de par sa surdité, comprit que quelque chose se tramait. Ils m'ont volé un plein panier de figues. Et à moi des olives. Va prévenir les miliciens. Il ne faudrait pas que ça recommence comme avec les Mycéniens. Les Cyclones, bien que dépourvus d'État ou de souverain, étaient bien organisés. Ils disposaient d'une milice, composée de civils capables de se battre en cas de besoin. Il faut prévenir Marron. Il faut absolument prévenir Ulysse. Si tu ne t'es pas trompé, ils sont en danger. J'espère sincèrement que nos compagnons n'ont rien volé, qu'il s'agit juste d'un malentendu. Tu vois, ça n'était pas plus compliqué que ça, avec ces ruelles vides et ces commerces en surveillance. On devrait quand même se dépêcher. Ils vont bien finir par s'en rendre compte. Ça y est, vous avez fini vos emplettes? Ulysse avait débarqué pour mettre au clair la situation. Dites-moi que vous avez payé pour tout ça, s'il vous plaît. Je refuse de croire que vous m'ayez désobéi. Mais en fait, c'est Nicomaque qui nous disait que comme il voulait nous escroquer, on n'avait pas d'autre choix que de se servir. Et c'est vrai qu'on n'est pas très bien reçus ici. En tout cas, ils nous font pas des prix d'amis, quoi. Peut-être, mais vous m'avez quand même désobéi. Le chef, c'est moi, pas Nicomaque. Et à propos, où est-il, celui-ci? En voilà un, on va lui faire la peau. Nicomaque se rendant compte qu'il était suivi, il tenta de rejoindre la place de marché, espérant se fondre dans la foule. Mais le marché était terminé, et il se retrouva acculé. Ne me faites pas de mal. Je n'ai absolument rien volé. Tu paieras pour les autres! Vous les accueillerez tous des voleurs et des pillards! Pas si vite. Tout cela est un malentendu. Baissez vos armes, sinon nous devrons vous montrer nos talents acquis pendant la guerre. Arrêtez, je voudrais entendre ce que ces étrangers ont à nous dire. Discutons. Celui qui venait d'intervenir était Marron, un vieux sage respecté de tous à Ismara. Je suis Ulysse, roi d'Ithaque. Je mets un point d'honneur à ne pas piller ni profiter des peuples que nous rencontrons sur notre chemin retour vers notre île. Je désapprouve le vol commis par mes hommes et nous sommes prêts à vous rétribuer pour les vivres. Mais pas à n'importe quel prix. Les quantités de sel demandées sont extravagantes. Il faut nous comprendre. Nous avons été échaudés par l'attitude des Mycéniens, venus il y a peu. Leur passage n'a été que vol, pillage et malheur. Nous n'avons donc plus confiance. Brigé, si ces étrangers s'engagent à quitter Ismara dès que possible, serais-tu disposé à leur vendre tes olives au prix habituel? Si c'est ce qu'il faut pour qu'ils partent, oui, évidemment. Et c'est ainsi, avec du sel et de la diplomatie, que fut réglé le malentendu avec les Cyclones. Ulysse décida que Nicomaque ne débarquerait plus du bateau avant d'arriver à Ithaque. Et fort de ses vivres renouvelés, ils continuèrent à naviguer sur la Méditerranée.
Poussés par un vent favorable, Ulysse et ses compagnons abordent une île qu'aucune carte ne mentionne. L'île flotte au-dessus d'un promontoire rocheux, comme porté par des forces aériennes invisibles. Au pied de l'île, un port est creusé dans la falaise. Ulysse décide d'y entrer. Tu es certain que c'est bien prudent d'accoster ce port souterrain ? Les vents nous y ont portés tout naturellement. J'y vois une bonne augure, un signe divin. Ils sont accueillis par une étrange créature muette qui semble les inviter à la suivre. Elle les fait entrer dans un flux de lumière et d'air ascendant. Puis les guide dans un étonnant palais qui semble maintenu dans les airs par la seule force des vents. Ainsi voici l'Itacien, dont Zéphyr murmurait le nom. Je suis Éole, le maître des vents. Je te souhaite la bienvenue dans mon palais, Ulysse. Nous venons en paix. Nous ne parvenons plus à trouver le chemin retour vers notre île d'Ithaque. Toi qui es maître des vents, peut-être pourras-tu leur demander de nous indiquer le chemin ? Bien entendu, ils t'aideront. Restez aussi longtemps que vous voulez. Vous êtes mes invités. Pendant un mois, Éole leur offrit l'hospitalité. Pour la première fois depuis leur départ de Troie, ils étaient accueillis avec bienveillance. Ils auraient pu rester chez Éole des mois, mais Ulysse, bien entendu, n'avait toujours qu'une idée en tête, rentrer à Ithaque. J'ai eu vent de ton envie de repartir, roi d'Ithaque, mais pas sans un dernier cadeau. J'ai demandé aux 4 vents de te venir en aide. Borée, le vent du nord, Euros, le vent de l'est, Zéphyr, le vent de l'ouest, Notos, le vent du sud. Ils ont combiné leurs forces dans cette outre. Elle te mènera directement à Ithaque. Quand tu seras arrivé à Ithaque, libère les vents. Mais prends bien garde, n'ouvre pas l'outre avant d'être arrivé. Entendu, je serai très vigilant. Et c'est ainsi que, aidés par les vents, Ulysse et les compagnons prirent le chemin direct vers Ithaque. Ils naviguaient sans effort, à une vitesse hors du commun, grâce à l'outre magique. Vraiment, Éole nous a rendu un fier service. Même pas besoin de ramer pour avancer. On ne sert plus à rien. Oui, c'est incroyable. Nous filons vers Ithaque à toute vitesse, sans même avoir à se préoccuper du cap. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir dans cette outre. Si Ulysse l'a confié à Périmède, ça doit être important. Nicomaque ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur le contenu de cette mystérieuse outre dont Ulysse leur avait bien précisé qu'elle devrait rester fermée. Le bateau d'Ulysse navigua si vite qu'au crépuscule, Ithaque était en vue. Ça fait plaisir de revoir enfin Ithaque. C'est à peine croyable. Ce matin, nous étions encore chez Éole et nous voici à la maison. Tout à leur enthousiasme de revoir Ithaque, nos amis laissèrent l'outre des vents sans surveillance. Et bien entendu, Nicomaque s'en empara, espérant trouver un trésor à l'intérieur. Mais il fut très déçu en ouvrant l'outre. Elle ne contenait ni trésor, ni quoi que ce soit, rien du tout. Mais les vents s'étaient échappés, et immédiatement, les nuages commencèrent à s'amonceler au-dessus du navire. Notos, le vent du sud, frappa le premier. Une énorme tempête arrive, préparez-vous! Vite! Mettons-nous à l'abri! Mais que s'est-il passé? Pourquoi cette outre est-elle ouverte? D'énormes vagues se formèrent autour du bateau. Très vite, il fut pris dans un orage violent, tandis que les vents l'emportaient loin d'Ithaque. Les vents, libérés, les ramenèrent à leur point de départ. Et quand l'orage cessa, ils étaient revenus devant l'île d'Éole. Quelle misère! Nous voilà revenus à notre point de départ. Je vais retourner voir Éole seul. Peut-être consentira-t-il à nous aider de nouveau? Et Ulysse s'engagea de nouveau dans le rayon de lumière menant au palais flottant d'Éole. Mais l'accueil qu'on lui fit au palais fut très différent de la première fois. Éole, j'ai de nouveau besoin de ton aide. L'outre des vents s'est ouverte avant notre arrivée à Ithaque. Si l'outre s'est ouverte, c'est sans doute que les dieux désapprouvaient ton retour. J'ai beau être le maître des vents, je ne suis pas au-dessus de la volonté divine. Je regrette, Ulysse. Va, maintenant. Néphéléus va te raccompagner. Et c'est ainsi que, si près du but, Ulysse revint à son point de départ et qu'avec ses compagnons, ils continuèrent à errer en Méditerranée.